En 2016, Jeremy Whitson, âgé de 13 ans, rejoint le centre de formation de Manchester City. Très vite, son entourage remarque qu'il a un vrai talent dans le football. Il va enchaîner les prestations de haute classe et pour son âge, tout le monde est surpris. Alors, comme tout gamin, il va déjà s'imaginer jouer une finale de Ligue des Champions. Mais il y a un détail qu'il avait oublié. Quand t'es enfant, tu vois que le positif dans ce qui t'arrive. Quand absolument tout ton entourage te répète que t'as un vrai talent, que tu dois réussir, ça crée une pression qu'aucun enfant ne devrait subir. Pendant quelques années, il va plutôt bien réussir, jusqu'en 2020. Jeremy a alors 17 ans, et c'est à ce moment-là que tout va basculer. Il va voir tous ses amis, dont Cole Palmer, arriver en première ligue. Mais lui, il aura jamais cette chance. Jeremy ne sera pas retenu dans le groupe professionnel de Manchester City. Il est alors libre de tout contrat, mais tous ses espoirs tombent à néant. Cet enfant qui était rempli de rêves n'existe plus. Tout ce qui reste, au final, c'est simplement la déception dans les yeux de ses proches. Son rêve de représenter un jour son club de cœur venait de s'évaporer. Il se retrouve alors seul, et du haut de ses 17 ans, il aura pas la force d'accepter ce refus. C'est alors le 25 octobre 2020 que Manchester va faire ce communiqué. Manchester City est attristé d'apprendre le décès de Jeremy Whitson. Nous envoyons nos sincères condoléances à ses amis et à sa famille. Nos pensées sont avec vous dans cette période difficile. Le club anglais avait essayé un maximum d'éviter le drame. Après la rupture de son contrat, ils sont restés quelques semaines en contact avec lui pour s'assurer que tout allait bien. Mais cette charge subie était beaucoup trop lourde. Mais le fautif de l'histoire, c'est pas Manchester. Le vrai fautif, c'est le football. Chaque club veut avoir le futur crack. Chaque club veut gagner la LDC et ça, peu importe la manière. Chaque année, beaucoup de jeunes ne tiennent pas le coup. Quand tu regardes les médias, ce genre d'affaires est souvent étouffé. Le football doit rester un milieu dans lequel on ne voit que le positif. Si des affaires aussi sombres étaient révélées, l'image mondiale du football en prendrait un coup. Aujourd'hui, je te propose de plonger avec moi dans toutes ces histoires dont personne ne veut parler, de peur d'entacher l'image de notre sport bien-aimé. Ok, on va commencer tranquillement. Juste ici, en bas de l'écran, t'as le niveau de violence de l'histoire. Si tu vois que c'est 1 sur 5, ça va. Mais si tu vois affiché 5 sur 5, c'est que l'histoire est vraiment terrible. Si je te demande de décrire le football en 5 mots, il y a 99% de chances que tu me dises le mot argent. L'Arabie Saoudite propose aujourd'hui des contrats extrêmement juteux à énormément de joueurs, mais pour certains, c'est toujours pas assez. Lui, c'est Sandro Tonali. Et comme beaucoup de joueurs, il en voulait toujours plus. En 2020, alors qu'il a que 20 ans, il rejoint l'AC Milan. Et par la même occasion, commence à toucher ses premiers très gros salaires. On parle quand même à ce moment-là de plus de 100 000 € par mois. Mais pour lui, c'était toujours pas assez. Alors discrètement, il va commencer à parier sur des matchs. Et comme tu peux t'en douter, pour un joueur pro, c'est fortement illégal. Il avait la vie dont beaucoup rêvent. Mais cet appât du gain va ruiner sa carrière. Le 26 octobre 2023, la sanction tombe. Après une enquête, il sera condamné à 10 mois de suspension. Il venait d'être acheté par Newcastle. Il allait tripler son salaire. Mais le mal était fait. Après avoir déboursé près de 60 millions d'euros, le club se retrouve avec un joueur incapable de jouer. Tonali est l'exemple le plus récent de ces joueurs pour qui ce n'est jamais assez. Si je te parle de cette histoire, c'est pour t'introduire un sujet beaucoup plus grave que simplement le cas de Tonali. En vrai, un joueur qui parie sur des matchs, c'est pas ouf, mais c'est clairement pas un drame. Mais la vraie question, c'est de savoir pourquoi il a fait ça. Et la réponse, elle est simple. L'addiction au jeu d'argent. Si un gars multimillionnaire ne peut pas se retenir de parier, est-ce que toi tu le pourrais? Aujourd'hui, on peut trouver des témoignages sur les paris sportifs qui font vraiment froid dans le dos. Bonjour, je m'appelle Chris, j'ai 18 ans et j'ai toujours rêvé d'une vie luxueuse, alors j'ai fait des prêts autour de mes proches, mes parents y compris. Vendu tout ce que je possédais pour jouer aux paris sportifs et devenir riche du jour au lendemain. Puis j'ai tout perdu et maintenant je dois de l'argent au monde entier. Je sais que c'est de ma faute, je préfère m'ôter la vie et ce dès demain. Donc peut-être que quand toi tu regardais un match tranquillement dans ton canapé, Chris lui avait parié des dizaines de milliers d'euros sur le même match. Ce post a été publié sur un forum internet. Et pour une fois, l'histoire finit bien. Le soir de son post, le 22 novembre, une dizaine de personnes vont lui répondre. Et cette fois-ci, internet a bien fait les choses, et ces gens-là lui ont peut-être sauvé la vie. Toute la nuit, il aura une vague de soutien à laquelle il répondra. Et le lendemain, grâce à tous ces messages, il admettra qu'il s'est senti soutenu et épaulé. Même si le drame a été évité ce soir-là, d'autres ne le sont pas. Certains sites de paris sportifs continuent à gagner des milliards chaque année, alors que des jeunes de moins de 20 ans en viennent à sauter la vie. On connaît tous quelqu'un qui parie et qui espère toucher le gros lot. D'un côté, pour des petites sommes, tu peux vivre un match encore plus intensément. Mais cette adrénaline devient très vite addictive. Sur les réseaux, tu peux voir qu'énormément de youtubeurs en font la promo. Mais aujourd'hui, si t'es youtubeur foot et que tu veux vivre de tes vidéos, t'as pas trop le choix. Retiens une seule chose, si tu veux parier, tu peux le faire. Mais ne mise jamais une somme que tu ne peux pas te permettre de perdre. Ce genre de drame, il peut arriver à n'importe qui, mais surtout aux anciens joueurs pro. Lui, c'est Dominique Matteo, ancien défenseur de Liverpool. Alors qu'il avait la belle vie au nord de l'Angleterre, comme Tonali, il en voulait plus. Mais lui va malheureusement tomber dans l'addiction. En 2006, alors qu'il joue à Blackburn, il admettra dans une interview avoir perdu près d'1 million de livres dans les paris sportifs. Sauf que pour lui, c'était déjà trop tard. Il arrivait en fin de carrière, n'avait plus d'argent de côté, mais surtout, il n'avait pas soigné son addiction. En 2011, il va sortir un livre pour parler de son problème. Et dans cet ouvrage, on apprend qu'il a absolument tout perdu. Il a dû faire des crédits pour pouvoir survivre et s'occuper de ses enfants. Il est passé d'une star qui joue une demi-finale de Ligue des Champions en 2001 à un homme fauché qui n'a même plus de quoi se nourrir. Quand tu regardes les publicités à la mi-temps, chaque application de paris te propose de gagner de l'argent facilement et sans effort. Mais la vérité, c'est que tu seras jamais gagnant, ou du moins dans de très rares cas. Et même si tu penses avoir trouvé le match parfait où t'es sûr de gagner, ce match lui-même est peut-être truqué.
Je suis persuadé qu'au moins une fois dans ta vie, tu t'es dit qu'un match était truqué ou l'arbitre payait. Bon, en vrai, c'est rarement le cas, mais il y a 40 ans, c'est arrivé et ça a rendu fou un pays entier. En 1982, l'Algérie est sur le point de réaliser l'exploit du siècle, se qualifier en 8ème de finale de Coupe du Monde. Dans la poule de l'Algérie, on retrouve le Chili, l'Allemagne et l'Autriche. Et c'est sur ces deux pays européens qu'on va se concentrer. Lors de la dernière journée de phase de poule, durant l'après-midi, l'Algérie affronte le Chili et va s'imposer sur le score de 3-2. Ils se retrouvent alors deuxième et sont presque assurés de participer aux phases élimination directe. Sauf que le deuxième match de cette phase de poule, qui oppose donc l'Allemagne à l'Autriche, va nous offrir le pire des spectacles. Avant le match, les deux nations discutent et se rendent compte que si l'Allemagne gagne d'un but d'écart, les deux nations accèdent au tour suivant. L'Autriche, qui avait peur de perdre de 2 buts ou plus, va accepter. Le plan est simple, laisser l'Allemagne marquer et ne plus jouer. Et crois-moi, ils vont même pas essayer de faire semblant. Après l'ouverture du score à la 11e minute, les joueurs ne courent plus. Aucune des deux équipes n'essaye de passer le milieu de terrain. Ils attendent simplement la fin du match. Les supporters algériens présents dans le stade vont littéralement devenir fous. Mais dans les tribunes, ils peuvent absolument rien faire. Ce match est aujourd'hui rentré dans l'histoire comme le match de la honte. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les matchs de la 3e journée de phase de poule sont tous joués à la même heure pour éviter ce genre de trucage. Imagine, ça fait 4 ans que t'attends ce match, t'es devant ta télé, et tu vois juste des mecs qui se passent la balle, il se passe rien. Ouais, y a de quoi péter un câble. Et crois-moi, ces matchs truqués n'ont pas disparu au 21e siècle. En 2005, Giroud, l'emblématique coach de la JOCR, va porter de très graves accusations envers le CSKA Moscou. Lors du quart de finale retour de LDC opposant ces deux équipes, Giroud va remarquer plusieurs erreurs d'arbitrage dont l'oubli d'un penalty. Il en fallait pas plus pour qu'il soit persuadé que le match est truqué. Je te rappelle quand même qu'on parle d'un quart de finale de la Coupe d'Europe la plus prestigieuse. Alors, à la fin du match, il ira discrètement dans la loge de l'arbitre et y trouvera un sac rempli de rubis et de montres. Et le plus dingue de l'histoire, c'est que Giroud a décidé de ne rien dire. À la fin du match, il avait 10 minutes pour savoir s'il devait se taire ou dénoncer la corruption. Et après une longue hésitation, il a décidé de ne rien dire. Quelques mois plus tôt, il avait choisi de prendre sa retraite et voulait qu'on se rappelle de lui comme l'entraîneur aux 894 matchs de Ligue 1, plutôt que le coach qui a fait scandale et qui a fait renvoyer 4 arbitres. Cette affaire n'a jamais été étudiée par la FIFA et rien ne laisse à penser qu'elle le sera un jour. Et honnêtement, le CSKA Moscou aujourd'hui ne risque presque plus rien. Le football moderne, c'est celui-ci. Celui dans lequel tu peux tricher, dans lequel tu ne seras jamais puni si tu sais être discret. Si une affaire de corruption est révélée au grand jour, ce qui est d'ailleurs très rare, le plus vite possible elle sera étouffée par les clubs eux-mêmes ou par les médias. Et c'est à peu près ce qui s'est passé avec le club de Metz. Le 31 mai, un match amical, donc sans enjeu, a mené à la mort un adolescent âgé de 15 ans. Le drame s'est déroulé à Berlin lors d'un match opposant le FC Metz au JFC Berlin. Après un match tendu, au coup de sifflet final, les adolescents sont venus aux mains et il a suffi d'un coup de sang pour qu'un jeune berlinois de 15 ans ne se relève jamais. Le club allemand s'était imposé 1-0 et les Messins devaient rentrer à la maison. Et ça, il y a un joueur qui l'a pas toléré. Il s'en prendra alors un jeune de 15 ans, le frappant au visage et causant sa chute. Le footballeur berlinois, alors touché au cerveau, ne se relèvera jamais. Cette histoire est l'une des plus tragiques sur les dernières années. Mais elle soulève surtout un problème trop peu mis en avant. Le manque de discipline et de préparation mentale pour les jeunes joueurs. Dans le football, c'est devenu courant de voir des joueurs se pousser ou même se frapper en fin de match. Sauf que certains vont les reproduire, sans savoir que derrière ça, leur vie et celle de quelqu'un d'autre sera ruinée à jamais. Et ce suivi psychologique est clairement nécessaire dans le monde du foot. T'as énormément de footballeurs qui passent par une phase de dépression. Que ce soit des légendes comme Andrés Iniesta ou encore Raphaël Varane, tout n'est pas toujours rose dans leur vie. Le football est censé rassembler les peuples. Ouais, t'as le droit de chambrer, c'est le jeu. Mais certains supporters prennent le football beaucoup trop à cœur. Je suis le premier à être fan de mon club, mais certains peuvent aller beaucoup plus loin juste à cause d'un match. Tu connais certainement déjà les tragédies d'Hillsborough et de Furiani, mais est-ce que tu connais le drame du Maracana? On est en 1950, le Brésil affronte à domicile l'Uruguay en finale de Coupe du Monde. Le format de la compétition est un peu différent, mais ce qu'il faut retenir c'est que le Brésil n'a besoin que d'un match nul pour être champion du monde. Ce match en réalité c'est juste une formalité pour les Brésiliens, ça fait une semaine que le pays est déjà en fête. Pour eux la victoire est déjà acquise, mais malheureusement c'était très loin d'être le cas. Malgré une ouverture du score brésilienne, les Uruguayens vont s'accrocher et remportent le match 2-1, et les conséquences furent immédiates. Le choc est tellement violent pour les Brésiliens que dans le stade de 200 000 personnes, t'as 3 personnes qui perdront la vie à cause d'une crise cardiaque, tandis que 2 autres ne supporteront pas la défaite de leur équipe et préféreront sauter du haut du stade. Le nombre de morts suite à ce drame est encore flou. On attribue les 5 morts dans ce stade à ce match, mais d'autres drames sont certainement arrivés dans tout le pays. Bon, pour la dernière histoire, j'ai envie de te parler de quelque chose qui est beaucoup plus connu. Le 5 février 1958, Manchester United affronte l'Étoile Rouge de Belgrade à l'extérieur. Après une victoire au match aller à Old Trafford, Manchester n'a besoin que d'un match nul pour se qualifier. Le coup d'envoi est alors donné, mais aucun des joueurs anglais ne pouvait s'imaginer le drame qui allait arriver. Le match en lui-même se déroule plutôt bien et finit sur le score de 3 partout. United est alors qualifié pour les demi-finales. Le temps est à la fête, mais avant ça, faut rentrer en Angleterre. Et leur avion à cette époque, c'est ça, un Airspeed AS57 Ambassador. Ouais, on est en 1958, l'aviation est pas encore très développée. Le trajet se déroule dans un premier temps sans souci. Mais vers 13h, il va être l'heure pour eux de se ravitailler à Munich. Tout se passe bien jusqu'au moment de redécoller. Ils essayent une première fois mais n'y arrivent pas. Ils essayent alors une deuxième fois, mais sans succès. Alors ils vont faire une pause et prendre une décision. Ils ont le choix entre passer la nuit à Munich ou tenter un 3e décollage et espérer que cette fois-ci ce soit la bonne. Les pilotes de l'avion vont décider en accord avec un ingénieur de tenter un 3e décollage. Ouais, il y a de la neige sur la piste, mais pour eux c'est pas ça le problème. Alors que l'avion prend de la vitesse sur la piste, il va à nouveau être cloué au sol. Le pilote accélère encore et encore, mais l'avion ne prend pas 1 mètre de hauteur. Si l'avion ne décolle pas dans quelques centaines de mètres, il va s'écraser. Et malheureusement,
accident dans un entrepôt de carburant. Malgré une dernière tentative, les 44 passagers rentrent à pleine vitesse dans l'entrepôt, causant une énorme explosion. Le drame sera très lourd pour le club anglais. 23 personnes perdront la vie, dont 11 joueurs de Manchester. Dans l'avion, on avait par exemple Bobby Charlton, immense légende du football. Lors de l'accident, malheureusement, il n'était pas en capacité de quitter l'avion. C'est alors que Harry Gregg va le sauver, lui et 2 autres passagers. Ce mec, tu le connais pas, et moi non plus, mais c'est clairement la définition du héros. Certains joueurs arrêteront leur carrière suite à cet accident. D'autres essayeront de continuer, à l'image de Bobby Charlton, qui d'ailleurs 8 ans plus tard remportera le Ballon d'Or. Cet accident a marqué à jamais l'histoire du football, mais surtout, il fait écho au drame de Chap Coens. En 2016, une équipe entière de football a été tuée dans un accident aérien, mais ça, je le garde pour l'épisode 2. Bon, on est d'accord que c'était clairement pas la vidéo la plus joyeuse de ma chaîne. Il y a beaucoup de sujets que j'ai préféré ne pas évoquer, mais ça me donne l'occasion de faire un deuxième épisode d'ici quelques semaines. J'ai tenté un nouveau format, j'espère vraiment que t'as apprécié, et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. C'était WayAFoot, et à très vite.